parce qu'on est 5 copains, on s'est rencontrés donc sur les bancs de l'université. On aimait à l'époque ce cidre qu'on boit aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Eve et 2 fois par mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les 1000 turbulences de l'aventure entrepreneuriale. On crée un peu un mode de consommation, on crée un peu un marché qui n'existait pas tout à fait. Yaniro, ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up ? Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus ? Si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur www.yaniro.co/events EVENTS pour assister au prochain événement. C'est le meilleur moyen pour aller plus loin, tout simplement. À savoir boire du cidre dans les bars et les restaurants pour casser un peu les codes. Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yaniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute! Eh bien écoutez, je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir en interview pour une double première. La première, c'est que ça va être une interview à 3 voix, parce que je suis aujourd'hui avec Adrien et Pierre de Happy. Donc bonjour Pierre, bonjour Adrien. Bonjour. Salut. Et l'autre première, c'est que, vous le savez déjà, avec Yaniro, on adore travailler avec nos partenaires, les différentes structures d'accompagnement. Et aujourd'hui, le réseau Entreprendre nous fait le plaisir, de co-réaliser ce podcast avec nous, de nous prêter leur lauréat de Happy pour cet entretien, et 3, de nous inviter dans leurs super locaux de la filature. Donc c'est aujourd'hui là où nous allons enregistrer, et c'est très joli pour ceux qui ne sont jamais venus. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on est avec Happy. Alors Happy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est super facile. Vous allez soit dans votre bar préféré, soit dans une grande surface. Et c'est si je ne m'abuse, une des premières marques qui a décidé de faire ce que j'appellerais, moi, en tant qu'amateur, du bon cidre. Absolument. Alors, Happy s'est lancé il y a un peu plus de 4 ans. En réalité, l'aventure a commencé bien avant, il y a une grosse dizaine d'années, sur les bancs de la fac. Parce qu'on est 5 copains, on s'est rencontrés donc sur les bancs de l'université. On aimait à l'époque ce cidre qu'on boit aujourd'hui. Et donc c'est avant tout une histoire d'amitié. C'est devenu une histoire de cidre parce qu'on a eu envie de dépoussiérer un petit peu l'image qu'on a du cidre, casser ce triptyque crêpes, galettes, bolées, ces clichés qu'on peut avoir avec cette assimilation systématique à ces 2 grands bassins de production que sont la Bretagne et la Normandie, et à 2 moments un peu iconique de l'année de consommation du cidre que sont l'épiphanie et la chandeleur, et de se dire qu'un bon cidre sur une terrasse, été comme hiver, c'est très sympa, c'est très désaltérant au moment de l'apéritif, en substitut de tout un tas de boissons. Et puis cet exercice qu'on a eu sur le cidre, on a eu envie de le faire aussi également au niveau de la limonade, porter ce regard neuf, et Happy c'est devenu des boissons simples, faites avec exigence. On n'invente pas le cidre, on n'invente pas la limonade. On apporte une petite touche créative, un petit peu de marketing et des goûts un petit peu plus innovants, un peu plus contemporains. Et alors, une fois n'est pas coutume, je vais vraiment me ranger dans ce qui se dit, parce que je pense qu'on ne peut pas être plus dans la cible que moi. Et moi, je le raconterai pour ceux qui se posent la question. Ça a répondu, moi, à 2 questions chez moi. Je suis un grand amateur de terrasse, mais je n'aime ni la bière ni le vin. Donc déjà, ça veut dire qu'à moins qu'on veuille s'attaquer au whisky à 17h30, il reste peu de choix en France. Donc le cidre est pourtant une très très bonne option. Et d'autre part, moi j'ai une tendresse particulière pour le milieu anglo-saxon, parce que ma petite amie est irlandaise, et j'y vais d'ailleurs demain en Irlande. Et la culture cidre là-bas, c'est autre chose. Et moi, la manière dont je le raconte à ceux qui me posent la question, c'est que le cidre tel qu'on le boit en France, ce n'est pas le cidre. C'est une version française du cidre, assez douce, assez crêpe bolée effectivement. Et il y a tout un autre monde qui existe, qui est, à mon sens, beaucoup plus sympa, beaucoup plus qualitatif, et c'est dans la droite lignée de ce que vous faites, il me semble. Absolument. Alors tu touches à 2 points qui sont assez essentiels sur notre différenciation et sur notre argumentation commerciale et notre positionnement. Le premier, c'est qu'effectivement, on offre une alternative à la bière et au vin.
Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la bière, et pas que les femmes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie, en allant dans un bar, de s'enivrer, tout en s'encanaillant un peu plus qu'en buvant un Diabolo menthe ou un Perrier citron. Donc le cidre est une bonne alternative. Et puis comme tu le dis, tu citais l'exemple de l'Irlande il y a quelques instants. L'Irlande est le pays au monde où on consomme le plus de cidre par habitant. Je crois que c'est un peu plus de 17 ou 18 litres par habitant. Ils boivent pas que ça, mais ouais. Ils boivent, effectivement. Dans les pays anglo-saxons, le cider, comme ils l'appellent, est un produit qui est extrêmement développé. En Angleterre, je crois que c'est un quart des volumes de la bière, alors qu'en France, c'est un vingtième des volumes de la bière. Alors le cider, il ne faut pas le confondre totalement avec le cidre. C'est pas la traduction véritablement littérale de cidre. Le cider, c'est une sorte de soda alcoolisé à la pomme avec des procédés de fabrication où on rajoute du sucre. Ça ressemble un petit peu plus à de la bière en termes de fabrication, alors que le cidre, tel que nous on le fait en France, c'est de la fermentation de pommes et de poires dédiée à la fabrication du cidre. Et après, c'est des assemblages. Donc c'est une production qui est assez similaire au final à la manière de faire du vin. Alors moi, je pourrais parler de cidre pendant des heures parce que je suis vraiment un grand amateur et on va se concentrer un petit peu sur vous aussi pour remettre un petit peu dans le contexte avant qu'on parle vraiment de ce qui va nous rassembler aujourd'hui. Happy, en vue d'avion, vous êtes à peu près combien? Comment vous vous êtes développé vraiment pour que ceux qui nous écoutent, qui ne vous connaissent pas, puissent se resituer? Alors, aujourd'hui, Happy, on est une petite quinzaine, ouais, exactement. On s'est lancé il y a 4 ans. On a nos bureaux principalement en région parisienne, mais on a également une petite antenne à Lyon. En 2019, on va faire autour de un peu plus de 5000 hectolitres. Alors ça ne parle pas beaucoup, les hectolitres. Malheureusement, comme on fait des petites bouteilles, des grandes bouteilles, des fûts, c'est un peu plus compliqué de parler en bouteilles. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un trend de croissance à peu près de x2 par rapport à l'année prochaine. Et on espère encore doubler de taille l'année prochaine, entre autres avec l'arrivée de la limo qu'on a sorti cette année, et en continuant à développer le cidre de plus en plus, parce que le mode de consommation qu'on met en avant sur le cidre il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup trop d'endroits où on trouve pas nos bouteilles. Donc, on a encore de beaux jours devant nous, on pense. Et alors, Adrien, donc de quoi est-ce que vous vouliez qu'on parle aujourd'hui? C'était quoi le sujet que vous vouliez aborder dans le podcast Yaniro? Eh ben nous, alors on a un peu une spécificité dans notre projet. C'est que on s'est lancé, comme Pierre disait tout à l'heure, à 5. On est 5 copains, 5 associés et 5 associés à temps plein sur le projet, quasiment depuis le début, donc depuis quasiment 4 ans. Et c'est, je pense, une chose qui est assez originale, notamment du fait que au début, que ce soit nos proches, que ce soit les premières personnes à qui on a parlé du projet, ils nous ont d'abord dit, enfin en tout cas pour moi, du cidre, mais tu es fou. Et ensuite, ils nous ont dit, et en plus à 5, c'est complètement suicidaire. Est-ce que vous vous définissez même comme une start-up ou pas du tout? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je crois qu'aujourd'hui, une start-up, c'est un peu les nouvelles boîtes qui se lancent aujourd'hui. On n'a pas du tout les codes, je pense, des start-up par rapport à notre typologie de business. On n'a pas du tout les spécificités que peuvent avoir des boîtes tech, etc., qui sont le plus souvent associées au terme start-up, je pense. Néanmoins, sur plein d'autres aspects, et notamment sur l'aspect social, RH, etc., on est une petite boîte qui s'est lancée il y a 4 ans, avec toutes les spécificités que ça peut avoir et toute l'attention qu'on peut mettre aujourd'hui, parce que c'est un projet entrepreneurial, mais c'est aussi un projet de vie. Et c'est aussi un projet d'équipe qu'on a envie de monter, qu'on a envie d'embarquer avec nous sur quelque chose. Je pense en ce sens-là, on est assez proche de start-up qui soient tech ou autre.
Et alors, effectivement, comme je disais, alors pourquoi je te pose la question? Parce que le milieu startup n'est pas très tendre avec ce qui sort des carcans. C'est un peu, quand on est au niveau de l'association, c'est un petit peu comme un mariage, hein. Moins de 2, c'est triste. Et apparemment, plus de 2, 3, c'est un peu trop. Là, vous êtes 5. Comment ça s'est passé au démarrage? Vous étiez 5 copains à l'université. Et qu'est-ce qui vous a fait dire, bon, bah écoute, on ira à 5? Alors, à l'origine, le projet, c'est pas forcément fait à 5. En fait, bon, j'imagine que c'est dans tous les projets, les choses se font comme elles arrivent. On ne prévoit pas forcément de monter le projet à 5. En l'occurrence, nous, le projet initial est assez ancien. Effectivement, Pierre en parlait, ça remonte quasiment à la fac, où quand on se connaissait, on a fait Dauphine tous les 5. On a fait tout à fait d'autres choses. Et puis, on s'est retrouvés avec cette volonté un peu entrepreneuriale à 2, à 3, à 4, puis à 5. À la base, un peu en se disant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement, parce c'était plus le côté entrepreneurial qui nous a un peu rassemblés au départ. Et puis en fait, on s'est retrouvés sur le Cidre quasiment un peu par hasard, un soir où on pouvait se retrouver à discuter de ce genre de sujet et avec une petite bouteille de cidre en se disant merde, c'est un peu dommage qu'on a devant nous, c'est pas très fun, bon, il y a peut-être un truc à faire. Et puis au final, c'est parti un peu de cette manière-là, et de fil en aiguille, on s'est retrouvé un jour à parler de ce projet tous les 5 parce que on en avait discuté ensemble. Et en fait, ouais, c'est même en parler comme ça, c'est assez bizarre parce qu'en fait, on se rend compte que c'est assez fortuit en fait ce qui s'est passé. On n'a pas décidé de faire ça comme ça forcément dès le départ, et c'est un peu les bonheurs des choses qui se passent comme elles se passent, et après, on essaye aussi de faire au mieux pour que ça se passe bien. Ça, c'est un vrai message que tu fais passer qui est intéressant parce qu'effectivement, on peut voir les choses par le prisme quelque part des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement ont un avis sur la question, que 1 c'est difficile, plus de X c'est compliqué pour des questions de capital, etc. Et du coup en découle un peu des bonnes pratiques, vous ne voyez pas mais je fais des guillemets avec les doigts, sur combien est-ce qu'on doit être. Mais effectivement, moi dans l'entrepreneuriat, alors c'est valable pour Yaniro, c'est valable pour la plupart des boîtes qu'on connaît, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ça se passe un peu comme tu dis, au petit bonheur la chance, et vous étiez 2, puis 3, puis 4, puis 5, c'est ça? Exactement, et c'est marrant parce que nous parfois on a été incubé à Dauphine, et dans ce cadre-là on fait souvent des événements, et je me rappelle d'un événement cet été où j'ai quelqu'un qui venait de lancer sa boîte. Ils étaient trois associés, et qui était assez il me disait mais à 5 comment vous faites, mais c'est pas possible. Et puis il m'a soulevé tout un tas de questions alors qu'il était tout au début de son projet, où il a raison, mais en fait, il était déjà en train de se poser des questions. J'avais envie de lui dire, mais si vous êtes 3, avance à 3 et tu verras ensuite un peu. Alors c'est peut-être aussi une bonne raison une bonne chose de se poser certaines questions assez tôt, mais il faut pas faire le truc à l'envers. Je pense que nous, on s'est retrouvés à 5. On a fait en sorte que ça marche à 5 du coup, et je pense que c'est devenu une force, et il y a moyen de faire des choses pour que ce qui peut être, les choses telles qu'elles sont deviennent une force. Et il ne faut pas faire à l'envers et voir les choses comme les best practices, et mettre en place des best practices, parce que du coup on oublie le projet de base qui est aussi un projet humain, et voilà, qui arrive tel qu'il est, quoi. Et tu dis 2, puis 3, puis 4, puis 5, pour que là on a 2 spécimens de la bande autour de la table. Qui est arrivé quand là parmi vous? On s'est lancé sur le projet à 5, on a creusé la réflexion à 5. Après, au début, en fait, les planètes se sont alignées. On avait tous des activités professionnelles diverses et variées, certains en finance, d'autres en marketing, d'autres dans l'immobilier, tous envie de voir autre chose. Et c'est ce que disait Adrien tout à l'heure. On s'est retrouvés autour d'une table au bon moment, avec une idée a posteriori aujourd'hui qui est plutôt bonne. Il n'y a pas eu, donc on a déposé les statuts de la société à 5. Il n'y a pas eu d'intégration après, au fur et à mesure.
On s'est pas dit, bah tiens, il nous faut une fille, donc on va prendre une fille pour faire la 5e. Donc on respecte pas tout à fait la parité, mais voilà, l'aventure, elle est depuis le départ. Ça, c'est pas de votre faute, c'est de la faute à Dauphine, ça. Exactement. L'aventure, elle est depuis le départ, depuis le début, à 5. Après, certains se sont investis à 100% sur le projet et ont quitté leur job un peu plus tôt, et d'autres l'ont fait, on l'a fait au fur et à mesure. Mais Day One, on était à 5, on était tous les 5 à porter les premières palettes et à les mettre dans notre petit stock. On a affronté les premières péripéties d'entrepreneurs. Nous, on a des problématiques assez terre-à-terre, logistiques. On les a affrontées à 5 et on s'est creusé la tête à 5 pour établir le concept et lancer le projet. Et vous pensez que ça aurait été un petit peu différent d'en avoir qui arrivent en cours de route, parce que là effectivement tout ce que j'entends, c'est que le groupe de 5 existait depuis le jour 1 et après quelque part c'est du détail de les gens qui sont arrivés en fonction de leur job, en fonction des moments. Et est-ce que vous pensez que ça aurait été plus compliqué d'en avoir, comme tu disais, peut-être 2 puis 3 puis 4 puis 5, de faire venir des gens en cours de route? Ouais, parce que ce que je voulais dire quand c'était 2, 3 puis 4 puis 5, c'est en fait antérieurement dans la genèse de l'histoire et dans les discussions, ça s'est fait un petit peu voilà, progressivement, mais effectivement, Pierre précisait bien, une fois qu'on s'est dit, c'est là dans la partie maturation du projet que ça s'est fait un peu progressivement. Sinon, effectivement, ensuite, on a tout lancé à 5. Honnêtement, c'est difficile de dire comment ça se serait passé si on n'avait pas été tous ensemble. Je pense que peut-être la différence, c'est que nous, en tout cas, je pense qu'on a pu aller beaucoup plus vite. Ça, c'est sûr, parce que quand Day One, vous êtes 5 associés fondateurs et quasiment à plein temps, bah, ça vous donne une force de frappe, entre guillemets, qui est plus importante, surtout dans un business qui est assez particulier comme le nôtre. Je pense que c'est peut-être pas valable pour tous les métiers, mais nous, c'était une possibilité d'être 5 à fond et avec l'engagement qui est celui d'un fondateur sur des sujets hyper différents, puisqu'on s'était bien réparti les tâches. Donc, en tout cas, c'est sûr que je ne sais pas comment ça se serait passé si on avait fait au fur et à mesure, mais en tout cas, être à 5 dès le départ, on a clairement gagné un temps fou, je pense. Absolument. Et puis en plus, on a un concept où, d'une certaine manière, encore une fois, on n'invente pas un produit, mais on crée un peu un mode de consommation, on crée un peu un marché qui n'existait pas tout à fait, à savoir boire du cidre dans les bars et les restaurants. Et pour ça, pour casser un peu les codes, pour convaincre les gens de lâcher un peu leurs clichés sur le cidre, il a fallu faire preuve de beaucoup de temps, de force de conviction, de persuasion, sur le terrain notamment. Donc il y a une dimension évidemment propre à chaque entreprise sur la partie administrative, financière, structuration, organisation, mais au niveau commercial, il y a eu beaucoup d'efforts aussi qui ont été développés au début, et ça a permis à certains d'entre nous de se détacher et de se consacrer uniquement à cette partie-là où il fallait vraiment casser les murs et pousser les portes parce que sinon c'était très 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 compliqué au début. Et alors effectivement, ouais, l'avantage numéro 1 qui est flagrant quand on est 5 plutôt que 1, 2 ou 3, c'est que c'est 5 personnes qui sont capables de pousser le bateau quand c'est encore qu'un petit bateau qui va quelque part. Qu'est-ce qui est plus difficile et quelle est la partie, sinon sombre en tout cas, la polarité d'être à 5 qui est un petit peu inévitable, parce qu'il y a toujours un peu avantages et inconvénients. Ce que vous avez observé, même si j'imagine bien que vous avez trouvé des stratégies. Oui, et la chose la plus compliquée, je crois qu'elle n'est pas compliquée à imaginer, c'est de s'organiser. Le plus gros risque, je pense, quand on est 5 associés fondateurs et 5 associés à temps plein sur un projet, c'est de tous tout faire. Parce que du coup, si on fait tous tout, par définition, ça nécite de prendre beaucoup de temps. Ça nécessite de prendre le temps de 5 personnes pour suivre beaucoup de sujets. Et donc, au final, on perd du temps. Nous, ce qu'on s'est assez vite dit, c'était que la contrepartie d'être 5,
c'était que clairement, on ne pourrait pas être justement tous comme ça. Donc on a mis en place des règles assez précises. On se voit tous les lundis pendant 1 heure et demie, depuis 4 ans, tous les lundis. On fait un point tous les 5 avec des sujets qui sont assez bien définis. Voilà, ça dure 1 heure et demie, parfois un peu plus. Mais l'idée, c'est que quand on a des sujets qu'on doit discuter à 5, c'est ce moment-là qu'on prend. Et pas un autre, parce que sinon, en tout cas le moins possible à d'autres moments, sinon en fait ça bloque l'organisation et ça permet pas d'avancer sur les autres sujets chacun. Donc je pense que ça c'est le plus important, c'est de s'organiser et de cadrer les moments où on discute ensemble et on décide, et le reste du temps bien se répartir les tâches et que chacun soit hyper concentré sur ce pourquoi il est sur les tâches qui sont dans son pôle. Et vous l'avez mis en place dès le début, ça, ou au contraire, il y a eu un peu de la désorganisation au démarrage qui vous a fait dire non, attends, là, il faut impérativement qu'on décide de certaines choses à 5 parce que certaines choses, il faut absolument qu'on soit tous là-dedans, mais en même temps, pas qu'on ait un Slack ou un WhatsApp qui ne s'arrête jamais, qui nous bouffe tout notre temps. Je sais plus. En réalité, je sais plus vraiment. Ça s'est fait assez rapidement sur les postes, sur nos prérogatives à chacun. Ça s'est fait. Alors, il y a une partie naturellement, c'est-à-dire en fonction, je pense, des qualités des uns et des autres. Certains avaient un profil un peu plus financier, d'autres peut-être un profil un peu plus commercial. Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai des souvenirs assez troubles, mais j'ai pas le souvenir qu'on change de responsabilité ou de pôle les uns les autres. Et ça s'est défini assez clairement et naturellement dès le départ. Et je rajouterais à ce qu'a dit Adrien tout à l'heure, c'est vu qu'il n'y a pas véritablement d'autocontrôle de l'action de l'un sur l'autre, parce que sinon ça prend trop de temps, ça crée de l'inertie. C'est tout simplement faire confiance dans son pôle à son associé et qui est spécialisé sur sa partie. Alors évidemment qu'il ne s'agit pas de rendre des comptes tout le temps, mais il y a des actions qu'il faut décider à 5, mais de manière générale, voilà, c'est ta partie. Si tu as pris cette décision sur cette partie-là, c'est que tu estimais en ton âme et conscience que c'était ça qu'il fallait faire et tu n'as pas besoin de notre consentement, du consentement systématique des 4 autres pour des choses. Je préciserai juste, d'ailleurs, on s'est souvent dit, sans vraiment se le dire, mais en tout cas, il y a une chose, si jamais un jour on s'est rendu compte qu'il y avait une chose qui a été faite, on préférait, je pense, entre nous, sans que ce soit peut-être écrit, mais je pense qu'il vaut mieux qu'il y en ait un qui ait décidé un truc, qu'il ait fait, et qu'au final c'était une bêtise, et qu'on en parle ensemble, et on aurait peut-être dû en discuter et valider ça ensemble, parce que c'était quelque chose... qui me semble se discute, mais je pense qu'on s'est jamais reproché de se dire « Ah, t'as fait ça, t'aurais dû nous en parler avant », parce que c'est un peu la base de notre fonctionnement, c'est qu'on fait confiance au jugement de chacun pour savoir si c'est une chose sur laquelle il s'engage et il décide un peu seul, ou s'il a besoin qu'on en discute justement et qu'on valide ça ensemble à 5. Et alors, comment vous la bossez au quotidien, la confiance? Parce qu'effectivement, alors c'est valable pour toutes les associations, de globalement ce qui fait la différence entre une association qui fonctionne bien et une qui fonctionne moins bien, il n'y a pas que ça, mais la confiance est un ingrédient qui est extrêmement important, de pouvoir se dire je ne suis pas en train de contrôler ce que font mes 2 associés non-stop, parce que sinon non seulement ça avance pas, mais sur le long terme ça va être difficile. Mais on sait aussi que la confiance c'est un animal qui est un peu fragile, parce que globalement il suffit de pas grand chose pour casser la confiance pour le long terme, et à l'inverse c'est un travail un peu quotidien de maintenir, de construire, de développer une confiance entre associés. Il y a beaucoup d'analogies au niveau de ton discours avec le couple. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une part d'acquis, et puis il y a une part aussi de choses à construire au fur et à mesure, de petites attentions et de dialogue un petit peu incessant. Et alors en plus, je pensais à quelque chose aussi au niveau de notre mode de fonctionnement, en plus de nos séances un petit peu hebdomadaires où on va évoquer des sujets qu'on a besoin d'évoquer avec les autres, ou de sujets un peu plus transversaux. On s'accorde régulièrement, dès qu'il y a des moves stratégiques un peu clés, on s'accorde des petits moments, des petits sas, on se met dans une petite bulle. Alors, chez les uns, chez les autres, ça peut être un petit déjeuner, ça peut être une immersion sur un week-end. On l'a déjà fait dans le passé.
Encore une fois, c'est sur des questions stratégiques assez fondamentales et il va y en avoir bientôt. Et on essaie de se mettre en immersion tous les 5 dans une petite bulle pendant un moment donné pour essayer de choisir, de prendre la bonne décision et de choisir la bonne voie. Je crois que c'est toute la difficulté de l'association A5, c'est effectivement la confiance. Parfois, c'est pas facile. Je pense que c'est assez personnel. Nous, je suis pas sûr, on n'en a jamais vraiment parlé tous ensemble. Donc, ce que je dis, en tout cas, engage un peu que moi. Mais je pense que parfois, parfois on peut douter, parfois on peut dire mince, là, il y a peut-être un souci. Mais qu'au final, justement, parfois il faut se remettre sur la base de pourquoi on est ensemble. C'est parce qu'on se fait confiance et parce que justement, on a confiance dans nos associés, enfin entre nous. Et du coup, ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours, en tout cas ça c'est sûr. Mais parfois c'est bien de se dire bah oui, effectivement, ok, là c'est pas facile, là c'est compliqué, là je sais pas si c'est parfait, mais allons-y parce qu'on se fait confiance. Et ça veut pas dire qu'on est laxiste. On est au contraire, je pense que l'exercice à 5 rend peut-être l'exigence un peu plus importante. Et alors c'est intéressant que tu parles d'exigence parce que une recette, parce que fatalement c'est des sujets que nous on voit beaucoup, hein, la question de comment avoir une belle association qui fonctionne bien. Si on sort 2 minutes du monde des bisounours, ça suppose beaucoup de choses. Ça suppose d'avoir confiance, on va dire, humainement dans les autres, de penser que ça va bien se passer, qu'on ne va pas nous la faire à l'envers, qu'il y a un fit humain. Ça suppose une confiance en termes de compétences et sur son rôle et ses responsabilités, de dire que l'exigence, elle est partagée et de la même manière que dans une équipe de sport de haut niveau, on est certain que peut-être que l'attaquant est un meilleur attaquant que soi parce qu'on est en défense, mais dans l'ensemble, il doit être le meilleur de son propre jeu. Et un petit tips que je donne aux entrepreneurs qui nous écoutent pour se poser la question de quand est-ce que ça déconne, et ça m'intéresse de voir si vous vous y retrouvez, c'est les choses déconnent quand vous commencez à vous mêler non pas du quoi mais du comment. C'est valable aussi avec les équipes, c'est-à-dire quand on commence à se dire non mais attends, lui il fait comme ça me rend ouf, moi je le ferai pas comme ça parce que je suis plus organisé ou moins organisé ou bien pas créatif. Et la réalité c'est que le comment, c'est quelque chose de très personnel. Les gens fonctionnent différemment. Il y a des cerveaux hyper créatifs, des cerveaux hyper structurés. Et ça, c'est OK. La seule chose qui importe, c'est pas comment on va là-bas, c'est est-ce qu'on y arrive. Ouais, c'est tout à fait vrai. On est tous différents. Et je pense qu'il y a quelque chose. Personnellement, moi, je l'ai compris dans la vie. C'est professionnellement que ça m'a aidé à le comprendre aussi dans la vie. On ne pense pas tous pareil, de la même manière. Des choses qui nous paraissent évidentes dans notre mode de fonctionnement à nous ne le sont pas pour l'autre, et au final, le résultat sera peut-être le même. Mais c'est vrai qu'il faut accepter que l'autre, que ce soit en amitié, en association, en amour, ne fonctionne pas de la même manière. Après, bon, si ça va pas, il y a d'autres choses, mais bien intégrer ça, j'ai envie de dire, ça aide à accepter et à comprendre un peu plus facilement certaines actions. Et j'ajouterais quelque chose qui est encore évident, on dit des évidences, mais que je crois que le plus important dans tout ça, parce que ça fait un peu, j'ai l'impression qu'on fait une introspection sur nous-mêmes, je vois des situations où entre nous, etc. La communication, c'est aussi, je pense, hyper important. Et effectivement, on ne fait pas les choses pareilles. Et parfois, c'est ça qui pose problème parce que on se dit, mince, je n'aurais pas fait comme ça, etc. Et je pense qu'une de nos plus grosses forces, ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, mais c'est qu'on se parle beaucoup. Parfois à deux, hein, parfois genre à se dire les choses, et je pense qu'effectivement c'est assez clé parce que ça permet de comprendre pourquoi. En fait, on se rend compte la plupart du temps que ce qui nous gêne, c'est juste un déficit de communication, et quand on en parle, en fait, tout va bien. Et alors sur le sujet de la communication, qui est évidemment un ingrédient clé qui fait que ça marche, que ce soit théorisé ou non, ou intuitif, ça c'est pas très important. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est le fait que justement il y a des espaces de communication qui sont prévus pour ça? Est-ce que c'est le fait qu'il y a beaucoup de communication les uns avec les autres? Est-ce que vous avez, je sais pas moi, des choses autour de la communication non violente, que ce soit prêt ou pas, une expression du conflit pour le désamorcer vite? Est-ce que vous avez
encore une fois, hein, on n'est pas là pour sortir des bonnes pratiques théorisées, mais si vous regardez un peu comment vous fonctionnez, et apparemment ça fonctionne vraiment très bien, donc c'est chouette. Qu'est-ce qui fait que la communication entre vous fonctionne bien? Pas facile comme question. Ouais. Non, je pense que c'est peut-être aussi notre force, c'est que c'est assez naturel. Alors, ouais, désolé, on n'aide pas beaucoup du coup, mais on est potes aussi. On est potes et je pense que ça a été peut-être. Enfin, c'est pas que ça a rendu l'exercice plus difficile au début, mais le fait d'avoir une certaine proximité, en tant que copain, ça permet peut-être aussi de se dire un peu plus facilement les choses. je sais pas. Mais j'allais dire, mais ça peut être à double tranchant. Ouais. Ça peut être à double tranchant. Non, mais je pense par contre que ces points qu'on s'est mis entre nous aussi et l'organisation qu'on a bien siloté sur chacun des responsabilités et tout, joue beaucoup parce que au final, il y a aussi une base. Hein, je pense qu'on est en train de dire qu'on communique beaucoup, etc. Que ça aide. Mais à la base, on a aussi, aujourd'hui, on a la chance, je crois, de ne pas avoir eu beaucoup de conflits, en fait, de situations conflictuelles, par chance peut-être, mais peut-être aussi parce que justement, le fait de se voir toutes les semaines, en se disant c'est le moment pour se dire certaines choses et pas un autre moment, le fait de se voir de manière un peu plus informelle et un peu plus en dehors des bureaux, etc., de manière régulière, je pense que c'est 2-3 fois par an, où on part juste entre nous et on essaie de prendre un peu de recul sur tout ça, permet aussi d'aider, je pense, beaucoup et d'éviter les problèmes. Et puis aussi le fait d'être 5, je pense, ça nécessite d'avoir beaucoup plus de vision, je crois. C'est-à-dire que sinon, en fait, chacun part dans son coin et peut avoir une vision qui est différente de l'autre et qui peut entraîner un conflit à la fin, je pense. Et nous, assez hyper tôt, je crois, on se posait la question, on se dit, OK, je sais pas, quasiment tous les ans, on se prenait justement dans ces moments où on se retrouvait un peu entre nous, on disait, tu vois où Happy dans 5 ans, dans 10 ans? Et c'est des questions... c'est Guillaume souvent qui mettait ça dans les presse à la fin et c'était toujours un peu le slide, on était là, bon, qu'est-ce qu'on va se raconter là-dessus, et en fait c'est vrai que je pense que ça permet de voir, chacun écrivait un peu quelque chose, on le préparait, on écrivait après, on le partageait, et je pense que ça participe au fait on est hyper alignés tout le temps, et donc en fait les choses pour lesquelles on a besoin de communication et tout, c'est souvent des choses un peu du day-to-day business, et donc c'est pas le plus primordial, je crois. Ouais, sur la vision, vous êtes aligné, donc si vous vous parlez, c'est sur les palettes, quoi. C'est ce que tu disais au démarrage, Pierre. Une question que je me pose, sans rentrer dans des informations que vous n'avez pas envie de transmettre, est-ce que vous êtes tout à fait à plat, les 5, ou est-ce que ce soit en termes d'actionnariat ou de rôle, ne serait-ce que pour parler à la presse, pour parler en interne, il y a quelque chose qui est d'une forme, alors j'aime pas le terme de hiérarchie, mais de rôle différent. Par exemple, est-ce que c'est un bateau dont vous êtes tous les 5 capitaines, et du coup ce qui implique obligatoirement qu'il y ait une vision, parce qu'il n'y a pas une personne qui est au-dessus des autres, mais vraiment du coup il faut qu'il y ait un cap quand même, ou est-ce qu'il y a des règles du type en cas de désaccord, il y a Guillaume qui tranche, ou Adrien, ou Pierre, ou je ne connais pas les 2 autres. Alors en termes de capital, on est complètement aligné, ce qui fait qu'aussi ça détache peut-être pas forcément de leadership. En termes de prise de parole, c'est un exercice qu'on est en train de réaliser à l'instant qui est un petit peu nouveau pour nous. Donc on peut désigner naturellement Adrien et moi pour le faire. Mais pour l'instant, on n'a pas mis effectivement oui, comme tu parlais de hiérarchie ou leadership, en tout cas de personnes qu'on met en avant un peu plus qu'une autre. Et ouais, on fait les choses à 5 jusqu'au bout. Après, il y a un certain nombre de choses. En fait, je pense que ça part aussi de, comme tu disais, se séparer un peu les responsabilités.
Et du coup, par exemple, je sais pas, sur certains sujets, il y en a plus un qui va toujours avoir le lead. Alors, ça va être des sujets qui sont plus ou moins transversaux ou plus ou moins high level. Et ça va faire que sur certains sujets, ça va être plus un qui va le mener et faire le travail de réflexion pour amener aux autres là où il en est et là pour avoir fait le travail en amont. Mais sinon, aujourd'hui, non, on est assez, on est assez tous ensemble dans le bateau. Ouais. Et du coup, tu t'en parlais dans les 5, juste pour bien le figurer, qui fait quoi? Bonne question. Alors, grosso modo, nous, on a un gros sujet chez nous qui est la vente, qui est le cœur de notre activité. Donc, on s'est séparé les tâches commerciales sur la partie commerciale. Donc, Barbara s'occupe de toute la France, sauf la région parisienne. Pierre s'occupe de toute la région parisienne. Je vais faire dans l'ordre, mais Guillaume, l'un des deux Guillaume, s'occupe sur la partie commerciale de tout ce qui est online et événementiel, qui est un gros pôle de développement pour nous. C'est parce que l'événementiel, c'est l'avantage de faire du chiffre d'affaires et de la com en même temps. Donc c'est un gros truc qu'on met en avant. Ensuite, sur le commercial toujours, moi je m'occupe des grands comptes et de l'export. Et voilà. Ensuite, sur les parties un peu plus fonctions transverses ou support, l'autre Guillaume, parce qu'on en a deux, fait tout ce qui est production, logistique, et c'est lui qui réfléchit beaucoup sur la partie stratégique, etc. Moi, je m'occupe également de tout ce qui est un peu back-office, administratif et financier. Ouais, donc effectivement, dans des grandes questions stratégiques, comme par exemple le moment où vous avez lancé la limonade, tout le monde a vraiment quelque chose à ajouter, de dire moi je vois très bien qu'il y aurait potentiellement de l'attraction sur mon marché, en termes de prod, ça voudrait dire tel ou tel impact, moi je le sens pas trop sur l'événementiel, etc. etc. Oui, absolument. Oui. Ouais, d'autant que c'est en tout cas sur la limo, enfin, là on a un peu de chance là-dessus peut-être, mais c'est vraiment un constat de terrain. On s'est lancé là-dedans parce que on a vraiment senti qu'il y avait une demande des clients pour des boissons, notamment sur la rubrique un petit peu soft, boissons non alcoolisées, un peu dans la même veine que ce qu'on avait fait au niveau du cidre, sur des produits qui soient qualitatifs, si possible locaux, bio, et puis autour de cette problématique de plus en plus d'actualité du sucre, du taux de sucre. Parce qu'il y a beaucoup d'industriels encore dans le secteur de la boisson pas alcoolisée, notamment dans les bars. Et les patrons de bars, maintenant, ils sont très ouverts à des gammes de vins un peu nouvelles, à des gammes de spiritueux un peu plus modernes, des bières artisanales, des cidres. Et c'est vrai qu'à la rubrique soft, on s'apercevait qu'il y avait encore tous les gros du marché, les géants du marché qui étaient présents et qui ne se faisaient pas trop challenger et dont les produits ne correspondent pas forcément à l'attente un petit peu des consommateurs d'aujourd'hui. Pour la petite histoire, là c'est le moment anecdote. Dans mon ancienne vie de consultant, j'ai beaucoup travaillé chez Pernod Ricard pendant très longtemps, qui est une boîte super sympa. Et je me rappelle, mais textuellement, il y a peut-être 6 ans, dire à la responsable de l'innovation holding, alors je lui dis, t'en fais ce que tu veux, mais moi, en termes de personnage, je me retrouve dans aucun des produits soft. J'aime pas le pastis, j'aime pas le vin, j'aime pas rien. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire du cidre? Et elle m'a dit, textuellement, ah non, mais le cidre, c'est pas sexy. Donc ça me fait un petit peu rire de voir effectivement que c'est malheureux, parce que je les aime beaucoup, mais ils ont un petit peu loupé le coche là-dessus. Alors moi, il y a une autre question que je me pose dans la série, les spécificités d'Ed 5, la manière de bien faire tourner la boutique, etc. Comment ça se passe du point de vue de vos collaborateurs et de vos collaboratrices? Parce qu'on sait que déjà, dans certaines entreprises, peut y avoir le côté va convaincre papa et maman. Donc là, est-ce qu'il faut convaincre papa et maman? Comment ça se passe? Ou alors, à l'inverse, vous avez très verticalisé? Non, on a très verticalisé. Donc les gens qu'on recrute, on les recrute du coup sur un des thèmes que j'ai évoqués précédemment, et du coup par définition ils dépendent de l'un de nous 5. Et du coup pour le coup la gestion est vraiment, on est peut-être un peu à l'ancienne, mais très direct avec l'un de nous 5.
du coup. Ouais, c'est vraiment très séparé à ce niveau. Et d'ailleurs, ça reflète un peu notre organisation qui est très silotée aussi en termes d'activité et de séparation entre nous de chacun des pôles, quoi. Et justement, cette organisation silotée qui est une très très grande force et une manière de tirer le meilleur des spécificités de votre boîte et de votre marché d'ailleurs. À l'heure actuelle, dans une entreprise qui a donc environ 15 personnes dedans, est-ce que vous pensez qu'il va falloir la reconfigurer ou la repenser autrement si vous passez, ou quand vous allez passer à un niveau plus élevé en termes notamment de nombre de collaborateurs et puis je ne sais pas si vous allez à l'international, enfin, en tout cas il y a plein de voies possibles, mais si la boîte grossit, est-ce que vous partez du principe qu'il va falloir mettre le sujet sur la table ou vous allez tirer le modèle jusqu'à ce que ça casse? Je taquine un peu évidemment. Non, mais c'est une bonne question parce que je pense que ça fait 2 ans entre nous qu'on se dit à quel moment on fait évoluer l'organisation. Donc c'est des sujets qu'on a en tête. On est là, on est au réseau Entreprendre et on est accompagné, on est lauréat du réseau Entreprendre depuis un peu, quasiment 2 ans maintenant. Et donc on a un accompagnateur qu'on voit tous les mois, avec qui on pose un peu des questions, un peu plus, on prend un peu de recul aussi sur pas mal de choses. Ça aide aussi beaucoup. Et dans ce cadre-là, ça fait partie des sujets que régulièrement, de nous-mêmes, on met un peu sur la table en se disant il y a ce sujet qui va arriver, je pense, parce que il faudra mieux coordonner certaines choses. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est conscient qu'il faudra certainement faire évoluer la chose. Et je pense que le jour où on aura vraiment, où ça va arriver, voilà, on mûrit un peu tout ça avec notre manière de faire et notre manière d'avancer. Et un jour, je pense que oui, il y aura certainement des choses peut-être à revoir un petit peu. Mais il n'y a pas de raison que... l'important, c'est de trouver un modèle qui fonctionne, qui convienne. Et à partir du moment où le but, c'est de faire on se rend tous compte qu'il y a certaines choses qu'on pourrait peut-être mieux faire, etc. Je pense que l'évolution risque d'être aussi un peu naturelle en quelque sorte. C'est marrant, vous êtes vraiment presque dans le modèle du couple agaçant où tout fonctionne bien. On démarre, mais comment tu fais pour pas je sais pas, on s'engueule pas, ça se passe bien, on se respecte. Blague à part, merci à tous les deux, on va pas tarder à arriver à la fin de cette discussion. Alors je sais que ça va pas être forcément être facile et tout n'est pas applicable, mais sans parler de conseils, parce que les conseils c'est quelque chose qui se partage pas bien en fait en réalité, parce que toutes les cas de figure sont très différents. Là, on l'a pas abordé, mais potentiellement que le fait que vous veniez tous de la même école, enfin de la même université de Dauphine, ça joue parce que vous avez de facto quelque chose en commun dans le profil et des différences aussi. Voilà, ce qui est aussi dans les choses qu'il fallait surtout pas faire, c'est ne t'associe pas ni avec tes amis, ni avec des gens qui ont les mêmes compétences que toi. Nous, on a tout faux sur tous les plans. Hein. Et voilà. Et pourtant, ça marche bien. Donc c'est très en ligne avec le message qu'on transmet régulièrement. C'est avant de vous poser la question, d'essayer de coller au modèle, essayer de vous poser la question de comment faire marcher ce qui est naturel. Et il y a plein de manières de le faire. Et donc, sans parler de conseils, qu'est-ce que vous avez envie de dire, de partager, de raconter à des entrepreneurs qui nous écoutent là et qui peut-être soit démarrent leur association, alors ils n'ont pas obligé d'être 5, mais avec 2, 3, ou des personnes qui ont du mal à trouver leur rythme de croisière avec leurs associés. Qu'est-ce que vous avez envie de leur partager l'un et l'autre ? Alors il y a un truc comme ça qui me vient à l'esprit, c'est peut-être un peu au début de l'association en tout cas. Moi je pense, parce que je rebondis un peu sur le fait qu'on vienne tous les 5 de la même formation, etc. C'est qu'on a souvent l'impression, je crois, dans les best practices dont on parlait au début, qu'il faut des hard skills, chacun hyper spécifique, et que ses associés, il faut qu'ils soient complémentaires à ce niveau-là. Et en fait, je crois que nous, notre force, et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche, c'est qu'au final, c'est pas, si c'est important d'avoir des compétences différentes, mais je crois que le plus important, c'est d'avoir des qualités humaines qui soient différentes et dans un projet, au final, Pierre est là, donc c'est assez pratique parce que c'est de lui dont je vais parler, par exemple, mais on a beau avoir fait un peu les mêmes formations, Pierre est un super vendeur, pas moi.
Et au final, ça, c'est le plus important. Et de la même manière, Guillaume va avoir une autre... alors, le Guillaume qui fait la partie plus market et com, d'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai mentionné quand je parlais de ça, mais lui, il va avoir il a un sens artistique que moi, je n'ai pas du tout, par exemple. Et au final, je crois que c'est beaucoup plus important. On a beau avoir tous les deux fait la même formation. En fait, on n'est pas du tout pareil humainement. Et je pense que c'est pour ça que ça marche. C'est qu'en fait, on est totalement différents à ce niveau-là. Je pourrais continuer avec l'autre Guillaume et Barbara. Évidemment, je pense qu'on a des soft skills qui sont très différents. Effectivement, la complémentarité, elle se fait pas que sur le CV, mais elle se fait aussi au niveau des qualités humaines, tout à fait. Et puis, alors moi, mon petit conseil, encore une fois, si j'ai bien compris, la première des règles, c'est qu'il n'y a pas de règles. Mais pour avoir vu des gens dans mon entourage proche et pour expérimenter une aventure entrepreneuriale, c'est beau, mais c'est tellement difficile. Ça nécessite tellement d'énergie, de force de conviction, qu'il y en a qui s'en sortent bien seuls. Mais bravo à eux, c'est très compliqué. Alors nous, on est peut-être allés à l'extrême, mais s'aventurer dans un concept entrepreneurial tout seul, ça me paraît un petit peu difficile. Effectivement, je pense que la manière de présenter ça, tu l'as très bien présenté, c'est que il y a d'un côté la réalité des choses, c'est-à-dire que dans la réalité des choses, à 1, il y a moins de force qu'à plus que 1, mais en même temps, ça va plus vite parce qu'il y a moins de dispersion de l'information. Et après, il me semble que c'est une question de savoir très profondément avec quoi on est à l'aise, avec quoi on n'est pas. Je connais des solo-entrepreneurs qui sont, c'est vraiment ce qui leur colle à la peau, donc ils ont tous les bénéfices d'être seul capitaine et tous les désavantages. Et à l'autre bout du spectre, on a une équipée comme la vôtre. Vous êtes 5 avec tout ce que ça implique comme force, à tout ce que ça implique comme chose à surveiller pour que ça se passe bien. Alors, chers amis d'API, merci pour cette discussion. Où est-ce qu'on envoie des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent là et qui veulent peut-être prendre contact avec vous? Alors, soit parce que... Alors déjà, 2 choses. Ceux qui veulent vous découvrir vos produits, c'est quoi la meilleure et la plus simple manière de le faire? Et ceux qui veulent discuter avec vous, c'est quoi le meilleur canal pour parler avec vous? Alors pour nous trouver dans les bars et les restaurants, c'est, j'espère, de plus en plus facile. On travaille avec un peu plus de 1500 établissements en France. Donc on peut être aussi bien présent à la Grande Épicerie de Paris, que dans la totalité des Monoprix de France, en passant par des villes comme Lyon, Angers, Nantes, Bordeaux, Lille, Toulouse, Montpellier. On peut nous voir à la montagne, on peut nous voir au bord de la mer l'été, et on peut nous boire à Paris, aussi bien dans des brasseries de l'Ouest parisien que dans des rooftops branchés de l'Est. On a toute une typologie de clients, parce que le style au final c'est assez universel, et l'apéro on peut le boire partout. Et notre produit, notre moment de consommation, aussi bien sur le site que sur la limonade, se prête bien à différents lieux. C'est ça aussi qui est intéressant et qui est stimulant pour nous. Après, on a nos bureaux à Pantin. Notre cidrerie partenaire est basé en Oise normande. On vous invite à nous laisser des petits messages sur Instagram. C'est une manière assez facile et relativement peu chère de communiquer pour nous. Actuellement, on essaie d'avoir une belle communauté et d'avoir une communication assez pop, assez sympa, et qui s'adresse un peu à notre clientèle cible. Donc, venez voir ce qu'on fait sur Instagram, happy.seed. Pas mieux. Alors là, du coup, on va arriver à la vraie question de fin où vous allez pouvoir vous triturer un petit peu les méninges. Comme vous savez, la thèse qu'on défend très très fortement avec toute notre tripes à Yaniro, c'est que les entrepreneurs tiennent beaucoup plus des héros ordinaires que des super-héros. Donc voilà, à défaut d'être des Iron Man, beaucoup plus tendance à être des Jedi avec tout ce que ça implique de difficultés, d'embûches sur le chemin, mais quand même de belles révélations de potentiel.
Si on considère votre côté de Jedi, et que donc de facto dans votre côté de Jedi, il y a un peu votre part d'ombre, votre côté obscur, vous l'appelez comme vous voulez, l'un et l'autre, si vous vous autorisez 3 minutes, sans vous juger, sans vous poser la question de si c'est bien ou pas, parce que par définition la part d'ombre c'est la part d'ombre, si vous regardez un peu alors c'était dans l'Empire contre-attaque, il y a la grotte dans laquelle Luke voyait Dark Vador. Qu'est-ce qu'il y a dans votre grotte, dans votre part d'ombre? Tiens, je prends Adrien, je vais lui passer le micro. Ça va être le premier à devoir dégainer. Pas facile comme question. Je crois que il y a. Alors, je ne sais pas si j'ai parfaitement bien compris la question, mais en tout cas, il y a beaucoup de remises en cause, beaucoup de remises en question, de se dire mince. Est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que je fais bien avancer la boîte? Et moi je sais que personnellement en tout cas c'est une chose qui est réelle, c'est que dans cette part d'ombre, dans cette part de choses qu'on ne dit pas trop, il y a beaucoup de remises en question. Et que parfois peut-être il y a des choses qui paraissent effectivement assez simples et évidentes, et en fait c'est beaucoup de tracas et de réflexions et d'ascenseurs émotionnels internes à se dire voilà là aujourd'hui est-ce que j'ai été bien productif, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait quoi. Alors je vois que Pierre sue à grosses gouttes. Adrien a été suffisamment sympa pour faire une phrase longue qui lui permet de réfléchir, mais cela dit, ce que tu dis, et c'est la raison d'être de cette question sur un peu le côté obscur de l'entrepreneuriat, c'est que ce que tu dis avec beaucoup d'humilité, c'est la réalité de quasiment tous les entrepreneurs. D'un extérieur qui a l'air bien construit, beau, engageant, une belle trajectoire, une belle histoire. Derrière, il y a beaucoup de monde qui se disent constamment « Mais attends, est-ce que je fais bien? Est-ce que tout va se casser la figure? Est-ce que je fais les choses de la bonne manière ?» Donc, bienvenue au club. Alors Pierre, quelle est ta part d'ombre perso? Oui, alors, juste pour revenir à la part d'ombre d'Adrien, oui, il y a le côté, je pense, effectivement assez universel de l'entrepreneur, du perfectionniste contre le fric qui veut toujours mieux faire. Moi, ma part d'ombre, mes défauts, je ne voudrais pas que mes défauts dans ma vie de tous les jours se reflètent dans la manière de me comporter dans ma société. Je peux avoir certaines incivilités ou certains moments colériques que je me refuse d'avoir dans la vie personnelle, que je me refuse d'avoir dans le travail. Et ça, j'essaie vraiment c'est un gros travail sur moi-même. Alors, c'est très, très personnel, mais je crois que c'est le sens de ta question. Et ça me permet, ces barrières que je me suis mises en me disant pas ça ou plus ça, ça me permet aussi d'évoluer en tant qu'homme et de m'améliorer aussi au niveau c'est un système de vase communicant et de m'améliorer aussi au niveau de ma vie personnelle. Mais j'ai certains excès parfois qui peuvent me jouer des tours et j'ai pas envie que ça me jouer des tours à moi, c'est une chose. Jouer des tours à ma boîte, à l'image de ma boîte, et puis je suis pas seul dans ma boîte, donc ça cause des soucis à mes associés. C'est quelque chose que je me refuse farouchement. Et je tiens à dire que tu as été très 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 civil pendant toute cette interview, donc rien à dire là-dessus. Et effectivement, tu le soulignes très justement. Tout le monde a ses propres failles humaines, même au niveau personnel. Et l'entrepreneuriat, c'est un beau véhicule des fois pour essayer de, sinon contenir, en tout cas voir comment on ne se laisse pas submerger par ces failles-là. Écoutez, chers amis d'Api, un grand merci. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, moi, je vais continuer à avoir beaucoup de plaisir à boire vos produits. Je ne connais pas encore votre limonade, donc je la goûterai, promis. Et je vous dis à la prochaine fois. Et on passe un coucou aux 3 autres qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yaniro sur www.yaniro.co.
Pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur www.yaniro.co/events, EVENTS, et à dans 2 semaines pour le prochain épisode.